tous. Bénilde Lomley, donc conseiller viande bovine à Synovia et référent carbone donc pour Synovia sur la partie viande. Donc on va parler donc sur les gaz à effet de serre aujourd'hui donc pendant une petite heure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, pour ce qui est des gaz à effet de serre, donc pourquoi s'intéresser au niveau des gaz à effet de serre aujourd'hui, hein, donc on voit que globalement l'élevage est très concerné par le réchauffement climatique, hein, donc on a donc lié aux périodes de forte température et puis lié par exemple sur la pousse de l'herbe. Le deuxième point, pourquoi on va s'intéresser aussi au niveau de ces gaz à effet de serre, c'est donc plutôt prendre les choses en main que de subir, c'est-à-dire que derrière connaître les tenants et les aboutissants de cette thématique pour pouvoir communiquer par exemple sur cette thématique envers les consommateurs. De plus, il y a des engagements politiques qui ont été pris donc au niveau européen. Donc le but donc au niveau européen, c'est de réduire les gaz à effet de serre pour la partie filière viande bovine de 15% à l'horizon 2030. Donc de mettre en place des différents plans d'action pour pouvoir les limiter. Et puis le quatrième point, qui est le point, on va dire, le plus important, un des points importants également, c'est gagner en efficience économique et environnementale. Donc, quand on va travailler, vous allez pouvoir le voir, quand on va travailler sur la partie gaz à effet de serre, derrière, on va avoir un impact économique et puis derrière, un impact environnemental qui va venir. Donc, qu'est-ce que le changement climatique? Quelles sont les conséquences de ce changement et comment on peut limiter et l'adapter? Donc, c'est ce qu'on va voir à suivre. Donc, une petite diapo pour commencer sur donc les gaz à effet de serre avec globalement donc sur le graphique de gauche donc l'augmentation depuis les années 1900, on va dire 1800, un petit peu avant 1900, des gaz à effet de serre liés à la période de l'industrie. Hein. L'ère industrielle a commencé et on voit que les gaz à effet de serre ont monté en flèche et que derrière, si on se rapporte aux accords de Paris et puis aux prévisions du GIEC, au niveau du graphe de droite, on a des températures qui vont plutôt augmenter de façon importante. Si on laisse faire, globalement, c'est la courbe rouge, si on laisse faire, aux alentours de 2100, on va avoir une température qui va s'élever de plutôt plus 5 degrés par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et si on travaille au niveau donc, de ces gaz à effet de serre, donc dans toutes les structures ou dans tous les métiers, on peut, dans le scénario optimiste, malgré tout, pallier à une augmentation de 1,5 degré de la température. Donc voilà, c'est entre les deux qu'on risque sans doute de se trouver à l'horizon 2100. Hein, donc, mais si on laisse faire, ça va pouvoir avoir des grosses conséquences. Donc ces grosses conséquences au niveau du changement climatique, hein, vous les connaissez certainement. Les grosses conséquences, c'est les événements météorologiques qui sont plus nombreux et plus extrêmes. Donc les plus extrêmes, c'est les sécheresses à répétition, c'est la pluie qui vient en grosse quantité et qui fait qu'on a des inondations beaucoup plus importantes, c'est ce qu'on peut voir, ou des avalanches qu'on ne voyait pas dans le temps. Cette augmentation de température va aussi jouer sur la montée de l'eau au niveau des océans par la fonte de la calotte glaciaire, ce qui va perturber par derrière tous les écosystèmes, hein, donc avec une menace de disparition d'espèces végétales et animales, donc représentée par un ours sur la calotte glaciaire, où on va perturber son lieu de vie. Et puis donc des productions agricoles qui peuvent être en baisse un petit peu partout sur le globe. Hein. Donc là, c'est bien un changement climatique au niveau du globe par ces perturbations météorologiques qui vont être importantes.
Et derrière, ce qu'on voit aussi, par exemple, c'est des problèmes de sanitaires accrus qui peuvent venir sur les maladies. Alors là, c'est représenté par un moustique. L'exemple qu'on peut être franco-français, c'est par exemple le chikungunya qui n'existait que dans les îles tropicales et qui aujourd'hui arrive sur chez nous. Donc, si on rentre un peu plus dans les gaz à effet de serre, donc qui sont-ils ces gaz à effet de serre? Donc ces gaz à effet de serre, au niveau donc, de la partie, au niveau global de la production, donc les gaz à effet de serre sont de trois sortes. Donc le CO2, donc qui est la majeure partie et qui correspond aussi à la partie bleue, violette que vous voyez sur la partie droite, c'est tout ce qui est combustion d'énergie et énergie fossile. Et derrière, cette partie qui est très très importante, donc globalement au niveau de l'agricole, sur le CO2, on représente 10% de cette masse globale. Le CO2 également, on le retrouve sur la décomposition, la déforestation, toute la décomposition de la végétation. Donc globalement, voilà, le CO2 représente, si on prend tout, on va représenter globalement presque 80% des gaz à effet de serre. Le deuxième gaz qu'on va retrouver, c'est le CH4, c'est le méthane. Donc le méthane, vous êtes éleveur de ruminants, donc le méthane est essentiellement produit par l'agriculture et par les éleveurs de ruminants. Globalement, on est sur ces 14%, il y en a 80% qui sont produits par l'agriculture. Donc ce qui a un impact important au niveau de la chaîne agricole. Et puis, pour finir, donc on a le N2O, le protoxyde d'azote. Donc le N2O, là, est plus en lien avec tout ce qui est fertilisation, si on revient sur le niveau de l'agricole. Et globalement, le N2O, qui représente 8% en globalité, et sur 8%, il y en a 85% qui sont liés à la partie agricole. On a un dernier gaz, le gaz fluoré, qu'on ne va pas en parler, c'est les CFC, vous avez entendu parler il y a quelques années, voilà, qui ont un pouvoir réchauffant global très important. Donc ce pouvoir réchauffant global très important, c'est ce que vous avez sur la partie droite, où globalement, les différents gaz ont un pouvoir réchauffant différent. Et lorsqu'on va parler des gaz à effet de serre, on va tout ramener ça au niveau du CO2. Et donc, globalement, une tonne de CO2, une tonne de méthane, de CH4, va avoir un pouvoir réchauffant global de 25 fois supérieur à une tonne de CO2. Et pour le protoxyde d'azote, donc le N2O, ce gaz-là a un pouvoir réchauffant global 298 fois supérieur à du CO2. Et surtout, ce gaz-là, vous pouvez voir sur la colonne vraiment à droite qu'il a une durée de vie dans l'atmosphère très longue, de 120 ans, comme le CO2. Et le méthane, par contre, pouvoir réchauffant global, et une durée de vie plutôt limitée de 12 ans. Donc, quel secteur qui contribue aux émissions des gaz à effet de serre? On va prendre ça simplement au niveau national. Donc, au niveau national, qu'est-ce qui contribue le plus? C'est toute la partie transport. Ça correspond au schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc, au niveau en France, donc ça date de 2017. Les transports représentent presque 30%. Et donc, l'agriculture arrive en troisième position avec 17% de gaz à effet de serre. Et donc, dans ces gaz à effet de serre, à 17%, 10% sont liés aux bovins, à peu près l'équivalent entre bovin viande et élevage laitier. Donc, voilà. Donc, dans ces gaz à effet de serre, je redis, il y a du CO2, il y a du méthane et du N2O. Donc, pour savoir comment on peut quantifier ça, donc on va utiliser donc un outil qui s'appelle Cap2R. C'est un outil qui est national, qui est reconnu et certifié par EcoCert. Donc, voilà, c'est une méthode de calcul pour ces gaz à effet de serre. Pour pouvoir calculer ces gaz
gaz à effet de serre sur votre exploitation, on va utiliser un peu plus de 150 données qui vont reprendre toutes les données du troupeau, qui vont reprendre donc toutes les données du troupeau au niveau de la production, au niveau des poids de carcasse par exemple, au niveau de la reproduction, des UGB. On va reprendre également donc tout ce qui va être lié au logement des animaux, donc quel type de bâtiment, quel type d'éjection je produis dans mon exploitation. Et en lien à ça, les rations des bovins. Est-ce que j'achète du concentré à l'extérieur? Quel type de concentré? Est-ce que je fais que d'autoconsommation? Tout ça va être pris en compte. Derrière ça, comme on travaille sur l'ensemble de l'exploitation, on va prendre les surfaces. Donc les surfaces qui vont être affectées à l'atelier viande bovine, mais qui vont être également affectées à l'ensemble de l'exploitation. Donc les surfaces culture et les surfaces de prairie. On va travailler également toutes les données sur l'énergie. Donc les deux principales sont l'électricité et le carburant. Et également, donc pour tout ce qui est dans la collecte, on va travailler toutes les données agroécologiques, donc les prairies qui sont en zone Natura 2000, les quantités de haies, tout ce qui est biodiversité. Donc on va également vous demander ça en termes de collecte. Ce qui va nous permettre derrière de sortir des résultats multicritères sur l'ensemble de votre élevage, de votre exploitation. Donc, globalement, vous voyez qu'il y a deux couleurs sur les différentes petites étiquettes. Donc, on va dire les plutôt positives, les contributions positives de vos exploitations en règle générale, qui sont vertes, et puis les contributions qui, on va dire, plutôt négatives, qui sont en orange. Donc, on va retrouver ici, donc, dans cette évaluation, en repartant des 150 critères, on va retrouver tout ce qui va être lié au gaz à effet de serre, tout ce qui va être lié aux données d'ammoniac. Donc, on va parler de la qualité de l'air également, en travaillant avec l'outil Cap2R. On va faire un point aussi sur tout ce qui va être énergie fossile, vos consommations. Et on va travailler dans la dernière partie qui est, on va dire, orange, tout ce qui va être lié à la qualité de l'eau. Donc, on va dire, globalement, est-ce que on va travailler sur un bilan azote de votre exploitation. Et puis, derrière, toute la partie verte, donc tout ce qui est plutôt, vous êtes plutôt contributeur, donc tout ce qui va être lié à la biodiversité, donc sur la partie gauche, et sur la partie droite, tout ce qui va être lié plutôt à la partie stockage carbone. Voilà. Et la dernière chose également, qui est vraiment en bas à droite, c'est la performance nourricière de vos élevages. Donc ça, c'est la méthode de calcul qui va ressortir au niveau de l'outil Cap2R. Donc les émissions, c'est quoi? C'est combien? Comment on va les retrouver? Donc les émissions, donc voilà, ça c'est un exemple de système Naisseur que je vous ai mis ici. Après, sur un système Naisseur-engraisseur, ce serait un petit poil différent, mais pas beaucoup. Donc dans un système Naisseur, vous pouvez voir que donc, le méthane entérique, donc la rumination de vos bovins, des bovins représente plus de 50% des émissions. Et donc là, ce gaz qui est en fermentation entérique, c'est que du CH4, que du méthane, qui a un pouvoir réchauffant global assez important. Derrière, ce qu'on va retrouver, c'est la partie gestion des effluents. Donc, la partie fumier, lisier, comment elle va être gérée, comment elle va être gérée en bâtiment, comment elle va être gérée en épandage. Donc, c'est toute cette partie-là. Donc, globalement, on peut voir que sur un élevage viande bovine, 80%, donc les 56 plus les 23, globalement 80% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au troupeau et à la façon de le produire au niveau de son exploitation. Le reste étant plutôt des intrants qui peuvent venir de l'extérieur pour partie. Donc, on a une partie qui est vraiment limitée plutôt
dans les élevages viande bovine. Donc, on va retrouver ce qui est en vert, donc les achats d'engrais, donc les achats d'engrais surtout azotés. On va retrouver tout ce qui est énergie directe, donc qui représente globalement 5%. Donc, l'énergie directe, ça va être vos consommations d'électricité et les consommations de carburant. La partie fertilisation, donc comment on va utiliser la partie fertilisation de votre exploitation. Et donc derrière, la partie grisée, c'est les achats d'aliments, donc aliments les concentrés essentiellement, et de la paille qui va être achetée pour vos élevages, pour de la paille soit alimentaire, soit de la paille qui va servir pour les gestions des litières. Dans les achats d'aliments, forcément, il y a également la partie fourrage. Et donc, globalement, ça se présente comme ça sur un schéma au niveau de la partie des émissions brutes. Donc, dans cette partie-là, on peut voir que dans cet exemple-là, qui repart d'un système Nesser, que globalement, le CH4, le méthane, représente 52% des émissions au niveau des gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote 22% et le dioxyde de carbone 26%. Et donc, comme on a vu précédemment, tout est lié globalement au troupeau pour ce qui est au niveau du CH4. Donc, voilà. Donc, on retrouve sur ce graphique votre production d'émissions brutes avec donc les cultures et les achats qui viennent de l'extérieur. Donc voilà, c'est globalement représenté de cette façon. Et dans tout ça, on a parlé des émissions brutes, mais au niveau de l'agricole, au niveau de l'agriculture et surtout de la partie élevage, il ne faut surtout pas oublier le stockage qui est important. Et le stockage, au niveau de l'agriculture, va être, dans vos élevages, va être surtout par rapport aux prairies. Donc, vous pouvez remarquer sur cette diapo que les prairies, globalement, ont un stock de carbone très important dans les 30 premiers centimètres du sol. Globalement, chaque hectare de prairie a 80 tonnes de carbone par hectare. À peu près autant qu'une forêt française. Une forêt primaire d'Amazonie stocke beaucoup plus de tonnes de carbone parce qu'on est dans un écosystème bien particulier. Voilà. Donc les prairies sont des gros éléments de stockage au niveau des élevages viande bovine. Et donc, quand on a fait les émissions brutes et qu'on a fait le stockage, on va pouvoir parler de l'empreinte carbone. Donc, on va pouvoir parler de l'empreinte carbone. Ça va être donc les émissions nettes. Donc, ce qu'on a vu précédemment, c'était donc les émissions brutes, donc qui sont représentées par la partie bleue qui est en CH4, la deuxième partie, le N2O et le dioxyde de carbone. À ceci, on va retrancher le stockage de carbone, donc les prairies, ce qui va nous permettre de sortir les émissions nettes de votre exploitation. Comme nous sommes en viande bovine, donc ces émissions nettes vont être calculées, calculées et publiées, donc en kilos d'équivalent CO2 par kilo de viande vive. On va prendre comme référence le kilo de viande vive produit au niveau de votre troupeau viande bovine. Donc voilà, en lait, c'est exprimé au millilitre de lait. En viande bovine, c'est exprimé en kilo de viande vive comme unité. Voilà un petit exemple qui a été fait donc, au niveau national sur 610 fermes Nesser qui ont pu participer au programme Live Beef Carbone. Donc, dans les premiers chiffres qui sortent, globalement, la production en gaz à effet de serre était à hauteur de 19 kg de CO2 par kilo de viande vive,
avec un stockage qui représentait un peu plus d'un tiers, donc presque 8 kg de stockage, et donc une empreinte nette de 11,2 kg d'équivalent CO2 par kilo de viande vive. Présenté d'une autre façon, c'est ce qu'on retrouve sur la partie valorisation du dossier CAP2R, où on retrouve la partie empreinte carbone sur la partie haute du graphique, qui est ici dans l'exemple à hauteur de 13,8 kg de gaz à effet de serre par kilo de viande vive. Dessous, on retrouve tous les éléments qui vont servir à l'émission en bas à gauche et au stockage sur la droite. Voilà. Donc un petit peu plus détaillé, on revoit dans les émissions la partie fermentation entérique qui est la partie la plus importante, que ce soit dans mon atelier ou dans la référence. Voilà. Et surtout, par derrière, une fois qu'on a calculé ça, on a calculé également d'autres critères au niveau de votre atelier. Et donc, un des critères, c'est le potentiel nourricier. Donc, dans un exemple que j'ai pris ici, cet éleveur-là, sur son exploitation, nourrissait au niveau de protéines animales, globalement, 487 personnes par an. Donc, c'est un chiffre intéressant qui va pouvoir vous permettre de communiquer au niveau des consommateurs. Également, ça peut permettre de voir que la quantité stockée, donc la quantité stockée, là, c'est du carbone qui est stocké par hectare de SAU, là, il y a 248. Ça va vous permettre de dire, ben voilà, moi, je stocke du carbone par rapport à donc d'autres entreprises qui produisent du gaz à effet de serre, mais qui ne stockent rien du tout. L'avantage au niveau des élevages, de l'élevage, c'est qu'il y a du stockage qui se fait par l'intermédiaire des prairies. Et le dernier critère, c'est la biodiversité. Dans l'élevage viande bovine, globalement, vous avez présence de haies, vous avez présence de prairies naturelles en zone Natura 2000, de mares. Donc, on prend tous ces éléments-là, ce qui permet de voir votre coefficient de biodiversité. Donc, c'est un coefficient qui va être sans doute de plus en plus utilisé par l'avenir parce qu'il a des avantages par rapport à la biodiversité. C'est que derrière, on va pouvoir apporter de l'ombre, de l'abri. On voit que dans les zones céréalières, ils replantent des haies pour améliorer les productions au niveau de leurs parcelles. Donc, il y a plein de choses qui vont se développer au niveau de la biodiversité. Donc, ça va être quelque chose qui va devenir important par la suite. Donc là, j'ai fini sur une première partie. Est-ce qu'il y a des questions, Jean-Luc? Alors, en résumé de ce que tu as dit, si on comprend bien, l'agriculture est émettrice de gaz à effet de serre pour 17%. Par contre, la chance qu'on peut avoir, c'est avoir des contributions positives. Et là, donc, il y a des questions autour des 17%. C'est plutôt important. Est-ce que c'est amené à évoluer positivement, négativement? Alors, globalement, c'est 17% que l'agriculture au niveau français. Ça a déjà plutôt évolué positivement parce que là, donc, les chiffres que je vous ai présentés, c'était des chiffres de 2017. Et en 2015, c'était à hauteur de 19%. Et si on remonte un petit peu plus loin, globalement, sur le pas de temps 1990-2010, globalement, ça s'est déjà amélioré sur une base de 11%. Voilà. Alors, dans les contributions positives, tu as parlé du stockage, la possibilité de stockage au travers des prairies, des forêts, mais est-ce que au sein de l'exploitation agricole, il y a d'autres possibilités de stockage que les prairies? Oui, donc oui, j'ai parlé que des prairies. L'autre élément qu'on prend en stock au niveau du stockage, ça va être vos haies, votre linéaire de haies qui rentre dans le calcul du stockage. Donc c'est quelque chose qui est très important au niveau d'un élevage viande bovine. Là, on le voit bien par rapport aux haies qui sont sur les prairies permanentes. Ouais.
Et alors, par rapport aux prairies, toujours sur cette même thématique, comment on peut améliorer le stockage via les prairies? Alors, comment on peut améliorer le stockage via les prairies? Globalement, ça va être par rapport à la rotation. Globalement, plus les prairies sont présentes longtemps, plus elles vont stocker et plus on va pouvoir stocker et donc avoir une émission nette basse. Donc, c'est les rotations, la durée des prairies, hein, donc, qui est importante dans ce stockage. Alors, une autre question sur les effluents. Est-ce que la pratique de gestion des effluents a un impact sur les émissions? Oui, donc dans la pratique des effluents, il y a un impact assez important. Dans les termes d'effluents, si on peut enfouir les effluents le plus rapidement possible, ça peut permettre de limiter les des gaz à effet de serre. Ça va être également le stockage. Donc, si on stocke au champ, on va perdre et il va y avoir des effluents des valeurs qui vont partir dans l'air. Donc, on va avoir globalement une différence. Et puis, également, comme type d'effluent, le compost, par exemple. Donc, la pratique du compost, va augmenter les gaz à effet de serre, hein. Donc, voilà. Donc, il y a des différents types de pratiques. Après, c'est vrai que quand on parle du compost, on dit c'est très bien pour une utilisation au niveau agronomique, mais après, il y a des impacts différents suivant les thématiques sur les gaz à effet de serre. Alors, une question également sur le potentiel nourricier. Le nombre de personnes nourries se base sur la consommation moyenne de viande bovine seule ou j'imagine plutôt sur la consommation moyenne totale de viande? Est-ce que tu... Donc, le potentiel nourricier qui est calculé ici est lié, je dois l'enregistrer ici, voilà. Le potentiel nourricier est calculé sur la base d'un steak de 100 grammes à 15% de protéines. Et donc, lorsqu'on va nourrir une personne sur cette partie-là toute l'année. Ça ne veut pas dire qu'on nourrit toute la partie protéine de la personne avec tout. C'est-à-dire que derrière, il va y avoir des protéines végétales et puis différentes choses. On est bien sur la partie protéines animales. Globalement, il faut 100 grammes de steak à 15% de matière grasse pour suffire. Ça vient du FMI. Voilà, cette recommandation, ça a été travaillé par rapport à ça. Alors, nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant sur ce sujet, donc je propose qu'on passe à la deuxième partie, peut-être un peu plus concrète, comment ça marche et quelles possibilités il y a pour avancer sur ce sujet. Tout à fait, on va continuer. Donc, voilà, on va aller sur du concret, quels sont les leviers possibles pour pouvoir améliorer vos contributions, donc votre émission nette au niveau de vos élevages. Donc, au niveau des leviers possibles, donc là, je vous ai mis des leviers possibles qui sont en lien avec des éléments que vous connaissez au niveau des troupeaux. Donc là, on a toute une première partie troupeau. Donc, ces éléments ont été calculés en partant de situations témoins, donc des fermes de référence, donc que ce soit de Pays de Loire ou on verra tout à l'heure d'autres régions en France. Et donc, ça a été simulé. Si je prends par exemple le premier qui est diminuer l'IVV, donc un passage de 390 à 375 jours d'IVV. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est un effet sur les gaz à effet de serre. Donc, globalement, on va réduire les gaz à effet de serre parce qu'on va être plus productif au niveau de son troupeau. Donc, on va réduire les gaz à effet de serre. Mais c'est surtout la deuxième partie que vous voyez sur la partie droite, la partie qui est où il y a plus de 1600 €. Le fait de travailler l'IVV va avoir également un impact sur votre BE parce que vous avez amélioré la production de votre troupeau, vous allez réduire certaines charges, avoir plus d'efficience au niveau de troupeau. Donc, en travaillant sur les gaz à effet de serre, on peut travailler et avoir des impacts économiques qui vont ne pas être négligeables également.
Donc là, on voit un impact à 2600 € sur l'IVV. Et surtout, ces impacts-là, si on maintient de très très bons résultats, donc on a fait la marge de passer de 390 à 375, si on le maintient tout le temps, on va garder cet aspect financier et économique sur le BE tout de suite marqué. Et vous voyez que là, on a mis une partie des leviers possibles, hein, donc qui joue beaucoup sur la productivité des troupeaux, hein, donc réduire le délai entre le dernier vélage et l'abattage, augmenter le taux de finition, un aspect santé et croissance. Donc si on a moins de mortalité, on va augmenter la productivité. Et puis voilà, donc on a sur tous ces critères un aspect gaz à effet de serre où on améliore et un aspect économique donc qui est amélioré également parce que vous avez un troupeau qui est beaucoup plus performant. Avec le dernier qui est ici, c'est la réduction l'âge au premier vélage, qui a été chiffré en pourcentage de gaz à effet de serre, hein, mais globalement, on voit que c'est un impact très important. Mais économiquement, il y avait beaucoup de simulations, et donc on a globalement un avantage également économique en ayant maintenant le même nombre d'UGB si on réduit l'âge au premier vélage. Là, c'était des leviers d'élevage. Et puis, je vous ai mis une autre diapo sur les leviers qui sont liés à l'alimentation. Donc, une partie qui est l'autonomie. Hein, donc, globalement, si on change, là, c'est un exemple de naisseur-nourrisseur de veau d'aviron. Si on passe d'un RGI en métail avec des prairies à fleurs variées, eh ben, on va gagner en gaz à effet de serre parce qu'on va moins retourner la terre, on va utiliser moins d'énergie, on va faire du stockage par le biais des prairies qui vont avoir une durée de vie beaucoup plus longue que le RGI. Et donc, cet impact gaz à effet de serre qui a été simulé à moins 8,9%, il a aussi un impact concret sur les bénéfices au niveau de l'EB. On retrouve ça au niveau du pâturage. Et puis après, sur le végétal, par exemple, sur les prairies, si on baisse le taux de légumineuses, si on favorise le taux de légumineuses, on baisse les intrants, on a un impact tout de suite qui se retrouve. Voilà. Donc voilà des leviers possibles qui peuvent être mis dans vos élevages. Bon, voilà, c'est vraiment mis sur un levier qui était mis, mais souvent dans les élevages, ça va être plutôt plusieurs leviers qui vont être actionnés en même temps. Et qu'est-ce que ça donne? Donc, en termes d'impact, le plan carbone, qu'est-ce que ça donne? Donc là, ce qui a été simulé au niveau national, c'est que en repartant de plusieurs élevages, donc au niveau national, si on améliorait certains critères, on pouvait réduire globalement, en moyenne, une empreinte carbone de 12%, ce qui faisait une réduction estimée de 250 à 300 tonnes sur 5 ans du projet, donc sur le plan carbone, donc de réduire de 12% donc les gaz à effet de serre, ce qui va être différent d'une exploitation à l'autre. Donc, par rapport à ça, donc la démarche bas carbone, donc qui se met en place, donc cette démarche bas carbone, vous avez bien vu que ça a un impact sur l'environnement. Si on travaille donc au niveau des gaz à effet de serre, on va améliorer donc l'environnement global de notre planète. En travaillant sur cette démarche bas carbone, on va améliorer aussi toute la partie technique et économique directe. Donc ça, c'est un point très très important. Et puis une partie sociétale par rapport à tout ce qui peut apparaître dans la presse essentiellement. Donc pour cela, donc il y a des parcours bas carbone qui existent, et il y a 2 parcours bas carbone qui existent sur la région. Il y a une démarche régionale, la ferme bas carbone, et il y a une démarche nationale, le label bas carbone. Donc on va voir ces 2 démarches qui s'articulent ensemble. Donc cette première démarche régionale, la région a souhaité s'engager fortement au niveau de la filière viande bovine. Son but sur la filière viande bovine, c'est engager 60% des éleveurs viande bovine dans cette démarche ferme bas carbone, c'est-à-dire globalement 2500 éleveurs de la région Pays de Loire. Donc, la région s'est engagée très fortement
car au niveau du pas de temps, vous voyez qui se déroule sur 5 ans, la région prend dans cette démarche-là, va tout prendre en charge. Va prendre en charge ce qui va se faire la première année, donc le diagnostic 1 cap 2R, niveau 2, et qui va être associé à un coût de production. Pourquoi la région a souhaité associer un diagnostic coût de production à un diagnostic cap 2R? Parce qu'elle veut maintenir une filière viande bovine forte au niveau de la région et que lorsqu'on travaille le cap 2R, on va également travailler la partie technico-économique, comme je vous ai marqué avant. Également, lié à une fois qu'on a réalisé ces 2 diagnostics, il y a une formation climat qui est sur 2 jours. Cette formation climat va permettre de travailler justement les deux diagnostics et de travailler sur le plan d'action en commun. Donc, on va faire un plan d'action en commun au niveau du groupe sur ces 2 jours. Et derrière ça, on va avoir donc un conseil personnalisé qui va se passer donc, sur une demi-journée à peu près, donc, où il va y avoir un plan d'action individuel qui va être fait chez vous. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui va se faire globalement sur la première année. Et puis, entre la première année et le N+5, 5 ans, il va falloir mettre en place ce plan d'action. Et donc, derrière, au bout de 5 ans, la région veut voir comment la filière viande bovine de la région a évolué, comment les élevages ont évolué. Et donc, elle va, dans cette démarche-là, il y aura un deuxième diagnostic cap 2R qui va être fait. Et donc, tout ça étant pris en charge par la région, donc en parcours collectif. Donc là, c'est bien pris par la région qui a mis un fort impact là-dessus. Et toute cette démarche-là, elle est compatible avec le label bas carbone national. Et donc, le label bas carbone national, c'est un petit peu différent. Le label bas carbone national, ce sont des éleveurs volontaires qui vont avoir fait ce premier diagnostic et donc, en mettant un plan d'action en place, vont s'apercevoir qu'ils peuvent éviter des tonnes de CO2. Donc, ces éleveurs volontaires vont se rapprocher de porteurs de projets, par exemple Synovia, qui vont porter un projet auprès d'une association qui s'appelle France Carbone Agri. Donc, tous ces éleveurs volontaires liés à des appels au projet, donc pour l'instant, il y en a déjà eu 2 qui ont eu lieu, vont pouvoir déposer donc des projets et des tonnes de carbone évitées. Ces tonnes de carbone évitées, France Carbone Agri va s'occuper, on va dire, de trouver des acheteurs. Et donc, derrière ces acheteurs, ça va faire un retour aux éleveurs par rapport aux tonnes de carbone évitées. Sauf que on a fait un diagnostic en année 1, on a fait un diagnostic en année 5, et là, on voit bien, on calcule bien. Donc, pour pouvoir avoir un retour financier, il faut avoir une obligation de résultat. Donc, j'ai compilé l'ensemble du déroulement dans le temps. Voilà, l'année 1 à l'année 6, je vais y aller rapidement. Et donc là, vous pouvez voir que ici, tout ce qui est un peu en rouge, c'est la partie régionale, hein, donc où la partie régionale va prendre en compte au départ le cap 2R niveau 1, niveau 2, plus le coût de production, la formation climat, plus le plan d'action, et que derrière, au bout de l'année 5, il y aura bien un financement régional du dernier cap 2R. Et ce qui est important donc dans ceux qui vont s'engager dans le label bas carbone, c'est qu'on a bien une obligation de résultat, il y aura bien une vérification des réductions des gaz à effet de serre et qui pourront même être contrôlées par des organismes certificateurs. En année 3, pour ceux qui ont mis en place déjà pas mal de leviers, ils pourront avoir on va dire, un financement, un premier versement anticipé qui pourra avoir lieu. Voilà. Bon, après, c'est quelque chose de tout nouveau, donc ça se met en place, ça a commencé, on va dire, en début d'année dernière. Début d'année dernière. Donc, au niveau de la démarche bas carbone, donc, Synovia est agréée donc, pour le plan régional bas carbone. Elle peut accompagner aussi les labels bas carbone parce qu'on est porteur de projet. Et donc, on a toute une équipe de conseillers lait et de conseillers viande qui sont agréés avec des formateurs agréés climat pour les formations
du conseil régional. Quels bénéfices vous pouvez tirer donc de ça hein, au niveau de votre exploitation? Donc, vous pouvez, si je commençais par le milieu, donc anticiper les changements climatiques, mieux s'adapter à demain, prévoir donc des évolutions, des fois moins être, on va dire, au niveau de votre exploitation, moins être tributaire des temps. Connaître sa stratégie, connaître son empreinte carbone. Donc, c'est-à-dire connaître son empreinte carbone, c'est déjà de voir comment on se situe dans l'ensemble de la population française, de la population mondiale, et puis également du monde. Voilà. On peut avoir aussi des financements, un accès possible au marché du carbone avec le label bas carbone. Donc après, c'est bien des financements avec un accès possible. Donc je mets du bémol hein, parce que voilà, faut trouver des acheteurs à ce carbone. Donc il faut bien trouver des acheteurs à ce carbone pour pouvoir les acheter. Donc c'est important. Et puis donc mieux communiquer sur vos contributions positives. Donc, voilà, c'est très important, mieux communiquer sur vos contributions positives qui sont la biodiversité, par exemple, ou le stockage des carbones. Et puis, donc, rentrer dans la démarche bas carbone, c'est aussi être anticipé et puis être proactif. Alors, quand je mets ça, c'est anticiper par exemple, par rapport à toutes les réglementations qui existent aujourd'hui. Demain, la démarche bas carbone, est-ce qu'elle ne sera pas obligatoire pour pouvoir commercialiser en label? Demain, la démarche bas carbone, est-ce que ça sera pas un point pour pouvoir avoir des aides complémentaires au niveau de la nouvelle PAC? Voilà. Démarrer dans cette démarche-là peut vous permettre des fois d'être derrière un peu plus avancé au niveau des réglementations qui peuvent ou des demandes qui peuvent venir demain. Voilà, donc merci de votre attention. J'en ai fini. Est-ce que Jean-Luc, il y a d'autres questions qui viennent au niveau de cette deuxième partie? Alors, sur cette deuxième partie, ce que je retiens, c'est que tu as dit que les efforts faits pour améliorer l'émission des gaz à effet de serre permettent des retours économiques intra-exploitation et ça va dans le sens des gains qu'on a pu voir sur les coûts de production. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu dis, voilà, il y a une démarche régionale qui accompagne cette multicompétence, c'est-à-dire à la fois l'aspect gaz à effet de serre, mais aussi économique grâce aux coûts de production, avec l'objectif de faire un plan d'action concret, à la fois technique pour les gaz à effet de serre, enfin environnemental, mais aussi économique et valider ces aspects de gains économiques. Et puis, tu dis un troisième point, effectivement, là c'est nouveau, tu dis, voilà, il y a aussi en complément une démarche nationale qui va permettre pour quelqu'un qui s'engage d'avoir des crédits carbone. Alors, au travers de ça, il y a plusieurs questions. Alors, j'ai des questions sur les crédits carbone. Alors, déjà, à quel prix un crédit carbone, le kilo de carbone est-il mis sur le marché ou la tonne de carbone? Alors, aujourd'hui, dans les 2 premiers appels à projets qui ont été faits au niveau national, le crédit carbone est aux alentours de 30 € la tonne. Donc, sur le marché, c'est à 30 € la tonne. Donc, alors, quand tu dis 30 €, c'est net éleveur? C'est net éleveur. C'est 30 € la tonne net éleveur. Tout à fait. Et alors, une autre question, toujours, c'est crédit carbone. Là, on est, je pense, plus sur le volume global, c'est-à-dire que est-ce qu'il y aura assez de crédit ou de volume pour tout le monde? Voilà, comment est-ce qu'on est sûr qu'il y aura un marché offre-demande suffisant? Aujourd'hui, je vais être très mitigé. J'aurais tendance à dire qu'on espère qu'il y aura assez d'offres, donc on va dire de la part d'acheteurs. Aujourd'hui, on voit que c'est une démarche nouvelle et que ça vient très, on va dire, peu rapidement. Hein, donc voilà, donc c'est une démarche longue et qui va évoluer, mais pour l'instant, c'est peu rapide. Donc on espère qu'il y aura, mais je ne suis pas forcément très, très confiant pour l'instant. Alors, voilà, on a parlé de la démarche régionale.
Voilà, c'est une démarche qui est plutôt une obligation de moyens de mettre en œuvre. Et du coup, est-ce que je peux démarrer cette démarche régionale, même si pour l'instant la notion de crédit carbone m'intéresse moins, enfin c'est pas la priorité. Est-ce que je peux y aller et dire à la suite du diagnostic ou du plan d'action, ah là du coup effectivement les gains peuvent être intéressants, je bascule sur le crédit carbone. Ou est-ce qu'il faut s'engager tout de suite dès le départ surtout? Non, non, mais il est surtout, voilà, aujourd'hui, tu as très bien résumé. Globalement, il faut plutôt aujourd'hui s'engager d'abord au niveau de la région, voir son état des lieux, faire son état des lieux. Et c'est en réalisant son plan d'action, hein, voilà, qu'on va pouvoir estimer la quantité de gaz à effet de serre que vous allez pouvoir éviter. Donc derrière, voir s'il y a un impact financier important et s'engager dans un deuxième temps dans le label bas carbone. Voilà. Et toujours sur cette démarche, moi j'ai déjà fait plein de choses là. Voilà, il y a un éleveur qui dit déjà, j'ai déjà des bons résultats sur l'IVV, sur les choses comme ça. Du coup, ça vaut pas le coup de faire le point, ou est-ce que ça vaut le coup quand même de s'engager sur la démarche? Alors, ça vaut le coup de faire le point sur la démarche régionale, mais pour quelqu'un qui va être très très bon techniquement aujourd'hui, qui a une production brute de viande vive, qui fait beaucoup de pâturage ou des choses comme ça, au niveau du label bas carbone, il n'y aura pas ou peu, je dirais même pas, je vais dire plutôt ça, pas de retour sur des tonnes de carbone évitées. Voilà, donc voilà, tout à fait. Sur, une question plus technique, sur les types de fourrage, est-ce qu'il y a des stocks, alors c'est l'aspect stock, est-ce qu'il y a des fourrages à stocker plus favorables à la baisse des gaz à effet de serre? Ou des modes Alors, de récolte peut-être, je pense que c'est lié. alors, des modes de récolte, donc en termes de stockage, c'est les prairies qui vont stocker. Donc après, les prairies, si on va les faire produire et puis si on les garde dans le temps, ça va permettre, surtout les garder dans le temps, on va permettre de stocker de façon plus importante. Après, tout hectare de culture va plutôt déstocker du carbone. Donc, on va dire, on voit bien que dans un élevage viande bovine, le fourrage à travailler va être plutôt l'herbe pour pouvoir améliorer ses performances d'émissions nettes. Autre question là sur là on est plutôt dans la production d'énergie. Est-ce que des systèmes, est-ce que des panneaux solaires, voire méthanisation si on veut aller par là, est-ce que récupération de chaleur, est-ce que ces systèmes-là vont être des systèmes améliorateurs et doivent-ils être doivent être mis en place au niveau de l'exploitation? Alors, donc c'est une question un petit peu complexe, mais voilà. Au niveau de la production photovoltaïque, si vous produisez pour vendre de l'électricité, vous allez avoir une contribution positive. Vous allez être producteur d'électricité, mais ça ne va pas être pris en compte dans vos émissions de gaz à effet de serre ou dans vos contributions positives. Si vous produisez de l'électricité ou que vous êtes en autoconsommation, indirectement, ça va être pris en compte car vous allez réduire vos achats d'électricité. Voilà. Pour le méthaniseur, ça va avoir un impact, c'est-à-dire que vous allez sortir vos effluents de votre élevage et derrière rentrer du digestat. Donc tout ça est pris en compte au niveau de votre exploitation. Donc chaque cas va être un petit peu différent au niveau, mais c'est pris en compte pour la partie méthaniseur. Voilà. Alors, là, on est une autre question sur la notion de différents labels. Voilà. Comment caractériser la différence entre le label bas carbone et le label HVE? Et j'ajouterais, moi, à cette question, une autre remarque, c'est le lien avec la filière. Est-ce que les labels s'approprient cette notion de bas carbone est-ce que ça va permettre de vendre plus cher quelque part? Alors aujourd'hui, on voit que certaines démarches, certains labels et certaines démarches de vente de viande bovine commencent à s'approprier cette démarche bas carbone. Et donc, il y a des choses qui sont en discussion, mais il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Est-ce que ça a un impact sur le prix? Pas forcément. Pas forcément. C'est plutôt, on va dire,
c'est un atout de plus pour pouvoir vendre, mais ça n'a pas aujourd'hui forcément un impact positif en plus sur le prix. Peut-être que demain, ça sera un impact positif. Pour le HVE, est-ce que on va dire si j'ai bien compris la question, c'est le rapport bas carbone HVE. Oui. Le rapport bas carbone HVE. Donc, on va retrouver des éléments qui vont être semblables un petit peu dans les deux démarches. Parce que, par exemple, les éléments de biodiversité, c'est des choses qu'on va retrouver. Il va y avoir des choses au niveau du troupeau. Mais c'est deux démarches différentes qui sont faites. Qui sont faites. Après, la HVE, c'est une ouverture sur le marché où, voilà, aujourd'hui, on sait qu'au niveau viticulture, c'est quelque chose qui permet de vendre. Voilà. En fait, là, ce que tu dis, c'est que la HVE, c'est une certification. Par contre, pour l'instant, le bas carbone, on est plutôt sur une démarche technique, soit à vocation d'améliorer ses pratiques, soit à vocation d'obtenir des crédits carbone. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que cette démarche bas carbone, quand on voit bien l'impact que ça a au niveau technico-économique, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué, quoi. Voilà, si vous avez les deux ensemble, quoi. Alors, une autre question sur le photovoltaïque. Est-ce que l'impact de la fabrication, c'est très technique, est-ce que l'impact de la fabrication des panneaux est-il pris en compte? Je ne sais pas si tu as la réponse. Si, j'ai la réponse. Donc, donc pour les panneaux photovoltaïques, donc la fabrication comme le démantèlement des panneaux photovoltaïques ne sont pas pris en compte, car c'est comparé au mix énergie français. Donc, ça veut dire qu'il aurait fallu prendre en compte aussi le démantèlement, par exemple. Chez nous, on sait que l'électricité est produite par les centrales nucléaires. Donc, le démantèlement des centrales nucléaires aurait été pris en compte. Il aurait été pris en compte le démantèlement des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, non, ce n'est pas pris en compte ni la fabrication ni la destruction. Alors, je regarde l'heure et donc il y a une question que se posent aussi les éleveurs, c'est je suis intéressé pour entrer dans la démarche, je fais quoi? À partir de quand on peut y aller? Voilà, je suis prêt. Qu'est-ce que je fais? Je contacte qui? Vous pouvez contacter vos conseillers référents ou autrement donc vos conseillers référents pour pouvoir démarrer. On va pouvoir démarrer sur le fin de printemps et puis fin de printemps, début d'été, donc les premières démarches régionales au niveau donc du label du bas carbone, excusez-moi, du bas carbone, de la ferme bas carbone. On va pouvoir démarrer, on va dire au mois de juin, les premiers travaux. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un groupe d'éleveurs qui est prêt à démarrer pour pouvoir organiser une session localement et essayer d'éviter de faire des kilomètres pour limiter les gaz à effet de serre. Tout à fait, oui. On va essayer de faire du local. Donc, voilà, on va commencer sur une partie sur l'été, puis après, ça va monter crescendo. On va voir quand même, on a pas mal des choses qui vont démarrer sur l'automne prochain, où on va avoir quand même un gros paquet. C'est une démarche régionale qui va quand même durer sur 5 ans pour démarrer, donc globalement sur une dizaine d'années. Donc surtout, faites-vous connaître, c'est le message que tu passes. Oui. Donc après, vous pouvez envoyer aussi sur le site de Synovia. Donc vous pouvez vous faire poser une question et on me fera remonter si vous êtes intéressé pour cette démarche. Alors, peut-être conclure cette séquence, puisqu'il est 11h58. Donc, si on peut refaire un résumé de ce qui a été dit, c'est la France s'engage et l'agriculture s'engage dans la réduction des gaz à effet de serre, que l'opportunité finalement en viande en tout cas et en agriculture, c'est aussi que cette démarche permet de gagner de l'argent parce qu'elle va dans le sens du gain économique, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, que l'agriculture peut stocker, donc a des vertus positives, et puis que la région accompagne cette démarche avec, tu l'as expliqué, finalement une reste à charge de l'éleveur de zéro, donc un engagement important qui va permettre à la fois de faire un point économique avec le COUPROD, un point
environnementale avec le Cap d'Ozère et surtout un plan d'action individualisé et précis pour savoir où on va et sur 5 ans. Donc, c'est plutôt une bonne chose avec, en prime, la possibilité d'accéder au crédit carbone. Donc, il me reste à remercier d'abord Bénilde pour son intervention, Myriam pour l'organisation de ces webinaires, puisque c'est le dernier. Donc, merci Myriam qui est en coulisses, mais qui a beaucoup œuvré. Et puis, je vais remercier l'ensemble des participants à la fois aujourd'hui et les autres, et les questions qui ont été posées. On voit qu'il y a des gens qui sont très pointus sur le sujet et qui attendent des réponses. Donc, merci à tous. Et au plaisir de se retrouver peut-être autrement qu'en virtuel sur une prochain rendez-vous d'élevage. Et merci à vous. Et il me reste juste à vous souhaiter un bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir.